Bonjour, bienvenue à cette présentation de Karma. Donc aujourd'hui, je présente la première partie de mon travail sur une entreprise qui vient d'entrer en bourse qui s'appelle Karma Space and Defense. Et donc dans cette vidéo, on va juste introduire ici à Karma et dans les prochaines, on va regarder chacune des étapes qui vont mener à l'évaluation finale de l'entreprise. Donc, Karma, comme vous pouvez le voir à l'écran, c'est une entreprise qui vient d'entrer en bourse. Elle est entrée en bourse le 14 février dernier. Donc, euh, donc c'est une des raisons pour laquelle j'ai choisi de faire une activité, une évaluation sur cette entreprise-là. Donc, premièrement, c'était un sujet que j'avais jamais vraiment touché. Donc, une nouvelle compagnie qui entrait en bourse. Donc, ça présentait certains défis. Donc, c'est pour ça que j'ai eu un intérêt. Et donc, la complexité associée à Karma est vraiment le fait que c'est une entreprise naissante, euh, donc qui a un fort potentiel, mais il y a beaucoup d'incertitudes sur à savoir à quoi ces différents marchés vont ressembler dans le futur. Et donc, le deuxième point également, c'était que Karma est également une entreprise qui est dans un secteur d'activité important pour mon portefeuille, donc ça s'alignait naturellement avec mon horizon d'investissement. Donc voilà, une petite introduction à Karma. Peut-être même avant de commencer, je vais les laisser se présenter eux-mêmes. Donc je vous invite à regarder la vidéo suivante. People say that working up here can feel impossible. They say the design requirements can't be met, that the mission's too challenging or the deadline's too tight. At Carmen, we don't draw the line at impossible. We help you break through it. Building on more than 45 years of fielded and flight-proven design experience to turn ambitious ideas into trusted technology. We take solutions from concept to production with comprehensive in-house manufacturing capabilities, ready for any material solution needs at any scale. We enable that which is essential on the front lines and in the next frontier, because no matter the mission need, design, delivery, deployment, it's all possible with Carmen. Yeah! Donc, voilà, c'était une petite introduction à Karma sur le site de l'entreprise. Donc, la mission de Karma, c'est quoi? C'est de fournir des solutions critiques de protection, de propulsion et de déploiement pour les charges utiles spatiales et les systèmes de défense hypersoniques ou autres systèmes de défense pour notamment le gouvernement américain. Donc, son siège social est aux États-Unis. Ils ont fait leur entrée en bourse le 13 février dernier. Ils ont levé approximativement 147 millions. En fait, ils ont levé environ, je crois, autour de 600 millions, mais une partie de ce 600 millions-là est allée à la compagnie d'investissement privé qui détenait Karma. Et donc, c'est pas de l'argent qui va directement à Karma. La proportion d'argent qui va à Karma est 147 millions. Donc, ils vont pouvoir l'aider à propulser leurs activités. Et honnêtement, c'était relativement urgent parce que lorsqu'on regarde sur le bilan de Karma en 2024, au 31 décembre 2024, ils avaient seulement 11 millions dans les comptes en banque, malgré qu'ils avaient des comptes à recevoir qui pouvaient venir assez tôt. Mais Karma détenait aussi plus de 300 millions de dettes dues en 2025 qui, depuis 7 ans, a été refinancée. Mais donc, le premier appel public à l'épargne était, était assez important pour l'entreprise. Puis une des particularités de cette entreprise, c'est que même après l'appel public à l'épargne, Karma va demeurer une entreprise entre guillemets contrôlée au sens du NYSE.
Donc, plus de 50% du capital est détenu et sera détenu pour le futur à court terme par une compagnie qui s'appelle Thrive Capital. On aura l'occasion d'y revenir. Donc, le développement de Karma, c'est vraiment un développement qui a été pas organique, mais par acquisition, comme vous pouvez le voir, et ça a majoritairement été mis en œuvre par Thrive Capital, son principal actionnaire. Donc, qui a réuni différents acteurs dans l'industrie pour former. L'objectif était de former vraiment une entreprise qui produit de la conception jusqu'à la production dans la chaîne de valeur pour soit des produits pour l'industrie spatiale ou pour l'industrie de la défense. Donc, c'était vraiment l'objectif derrière la création de Karma. Donc, vous pouvez voir comme par exemple en 2020, ce qui est quand même assez récent, on est seulement en 2025, Aerospace Engineering avec AMRO en octobre 2020, après AAE Aerospace, 2021 TMX. La plus importante de mon point de vue est arrivée en septembre 2021 avec Systima. 2022 MJ Resin, Walcott Design en 2024 et dans les dernières semaines, Karma a fait une nouvelle acquisition qui s'appelle Metal Technology et donc peut-être pour simplifier, les deux premières compagnies, donc Aerospace Engineering et AMRO, eux sont vraiment spécialisés dans les fabrications métalliques. Donc, la production de structures critiques, ça peut être des panneaux, des anneaux, des pièces de corps de missiles, des alliages haute performance. Donc, vraiment au niveau de la fabrication métallique. Et la dernière acquisition aussi, Metal Technology, en avril 2025, était un ajout dans les capacités de Karma dans ce domaine. Donc, vraiment produire les structures métalliques qui vont aller dans les différents systèmes, que ce soit pour un missile ou pour une fusée. Donc, par la suite, AAE et MG Resin, que vous pouvez voir en 2022, eux, c'est vraiment des entreprises qui sont spécialisées dans les matériaux avancés, donc la fabrication de composites ablatifs, donc des isolants, donc vraiment des éléments pour résister aux températures ultra élevées qui peuvent apparaître, par exemple, au lancement d'un missile balistique ou aux différentes contraintes qu'une fusée peut faire face à son départ et lorsque, par exemple, elle sort de l'atmosphère. Donc, et finalement, TMX, Systema Technologies et Walcott Design, eux, sont vraiment des compagnies qui sont spécialisées dans l'ingénierie, la conception, l'intégration et la fabrication de systèmes de séparation, de déploiement, d'actionnement, d'assemblage complexe. Donc, un exemple de ça, ça peut être Systema Technologies. Par exemple, lorsqu'une une fusée a pour une mission d'aller délivrer un satellite en orbite, donc il y a le départ de la fusée, mais at some point, la fusée doit déployer sa charge utile, qui dans ce cas-ci est le satellite, et donc le système de déploiement est créé par Systema. Donc, vraiment une mission critique pour la mission. Donc, voilà. Pardon. Donc, ensuite, au niveau de son positionnement stratégique, Karma sert principalement deux secteurs. Le secteur spatial, donc pour les missions de lancement, les charges utiles, les atterrisseurs lunaires, et pour la défense au niveau des missiles hypersoniques, intercepteurs, systèmes de propulsion. Donc, elle a un niveau très faible de clients. Donc, son plus grand client, comme beaucoup de contracteurs ou de sous-contracteurs dans ce cas-ci, est le gouvernement américain, donc le département de la Défense et la NASA, et les primes, donc Lockheed, Northrop, un plus récent est Blue Origin, la compagnie de Jeff Bezos. Et donc, les produits forts de l'entreprise, ça va vraiment être la coiffe de fusée. Donc, ce que vous voyez vraiment au sommet
de la fusée lorsque vous en regardez une. Les systèmes de séparation et de déploiement, comme je viens d'expliquer dans les systèmes de Systima Technologies. Et donc, il y a aussi les propulseurs à propergol solides. Ça, c'est vraiment, par exemple, lorsque vous avez un missile qui décolle ou vous avez besoin d'une grande poussée pour une fusée. Donc, les propulseurs à propergol solides vont vraiment venir aider à la poussée. Également, les structures et composites avancés à haute température, donc, comme qu'on a pu mentionner pour MJ Resin, par exemple, qui offre justement, qui aide les matériaux à résister à des chaleurs et températures très élevées. Donc, l'image suivante est une façon de voir tout ce qu'on vient de dire. Donc, vous voyez que, par exemple, les produits pour la protection et le déploiement des charges utiles, donc vraiment au sommet de la fusée. On va avoir des boucliers thermiques pour protéger la charge utile. On va avoir le petit cône en haut qui va vraiment venir protéger la charge utile et les systèmes de séparation. Par la suite, les autres éléments sont également ce qu'on vient de mentionner dans les dernières minutes. Donc, voilà. Donc, quels sont les avantages concurrentiels de Karma? Donc, il y en a plusieurs. C'est vraiment très intéressant. Donc, premièrement, comme j'ai mentionné au début de la présentation, il y a vraiment une intégration verticale chez Karma. Donc, on passe de la fabrication métallique jusqu'à l'intégration finale en passant par les matériaux avancés pour protéger la structure. Ensuite, il y a Karma possède des positions critiques sur des plateformes stratégiques. Donc, par exemple, Vulcan, qui est le successeur du lanceur Atlas. Donc, Vulcan est une co-entreprise entre Boeing et Lockheed Martin. Donc, ça va servir principalement pour les missions spatiales du gouvernement américain. Donc, on a New Glenn aussi qui est un lanceur qui a été développé par Blue Origin, la compagnie de Jeff Bezos, dans le but de justement déployer, par exemple, une constellation de satellites avec le projet Kuiper. On a Artemis, Orion, dont le but est d'envoyer des astronautes au-delà de l'orbite terrestre, donc vers la Lune et potentiellement Mars at some point. On a GBSD qui est juste l'utilisation pour le projet Sentinel. Donc, c'est un programme dans lequel on cherche à remplacer les missiles nucléaires Minuteman vers une nouvelle version, donc pour assurer la dissuasion nucléaire stratégique. On a les THAAD, qui sont des intercepteurs des missiles balistiques à courte et moyenne portée. Puis donc, et on a aussi le PAC-3, qui est un peu les systèmes patriotes, donc une défense contre les missiles balistiques. Et ça, c'est vraiment assez intéressant, ce secteur d'activité pour Karma, parce que, comme vous avez peut-être pu en entendre parler, ben, le célèbre Golden Dome que M. Trump souhaiterait mettre en œuvre, ben, c'est un système qui peut être complexe à plusieurs niveaux, à plusieurs niveaux et sous-niveaux de défense, mais c'est fort probable qu'il va y avoir des intercepteurs dans ce type de programme-là. Et donc, Karma est déjà positionné sur différents programmes d'intercepteurs avec le gouvernement américain. Donc, il y a le X-59 aussi qui est vraiment intéressant. Donc, c'est un projet plus d'aviation commerciale. Mais ce projet-là, c'est pour démontrer c'est pour potentiellement démontrer un vol supersonique plus silencieux, donc qui pourrait ouvrir peut-être le domaine aérospatial à des vols hypersoniques plutôt que des vols commerciaux comme on les connaît. Donc très intéressant. Ensuite, par la suite, un autre de ses avantages concurrentiels est le taux élevé d'exclusivité. Donc, 87% des revenus de Karma sont tirés de contrats où Karma est le seul fournisseur. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Karma essaie de se positionner de façon très tôt dans les programmes, en plus de son concept de conception à production pour vraiment être très tôt dans les programmes pour potentiellement avoir des contrats sur plusieurs années, voire décennies.
Et donc, une chose aussi que j'ai trouvé très intéressant au niveau de Karma, c'est la reconnaissance des clients envers Karma. Donc, Karma a remporté plusieurs prix de ses principaux fournisseurs, que ce soit Northrop ou Lockheed Martin ou Aerojet. Euh, donc, donc ça, c'est vraiment intéressant que même ses clients reconnaissent à quel point Karma euh, est primordial pour eux dans la quête de leurs objectifs. Et finalement, Karma, à l'aide d'acquisition, a développé des capacités de production assez avancées. Donc, que ce soit des clean rooms pour faire l'intégration finale et non plus être seulement un fournisseur de pièces spécifiques. Maintenant, Karma peut justement être de la production de la production métallique jusqu'à l'intégration du système pour une mission X. Donc ça, c'est très intéressant pour les clients de Karma parce qu'ils cherchent justement des compagnies qui peuvent faire beaucoup de choses en un seul endroit. Donc, au niveau de la croissance et des priorités stratégiques, donc croissance organique limitée. Donc, comme je le mentionnais, l'expansion de Karma a historiquement été par des acquisitions ciblées pour étendre sa gamme de capacités. Donc, et je crois que ça va être probablement la stratégie que Karma va continuer d'adopter dans le but de consolider la chaîne de valeur pour devenir vraiment le go-to sous-contractant du gouvernement américain, potentiellement des autres compagnies commerciales qui vont pouvoir se créer, se déployer dans les prochaines années. Donc, un point vraiment important pour la croissance et priorité de Karma, c'est vraiment son focus sur les priorités euh, du Congrès américain et de la défense américaine, donc qui sont l'hypersonique, l'espace et la modernisation nucléaire, qui sont trois segments que Karma touche de plein fouet avec ses activités, et aussi un focus sur la montée en cadence des programmes de lancement spatial. Donc, comme on l'a vu, Karma a des outils pour aider les compagnies à atteindre ces objectifs-là. Donc, clairement, le, le outlook est vraiment, vraiment intéressant. Vraiment dans la bonne direction des priorités gouvernementales. Donc, ça va soutenir la croissance à court, moyen terme. Par contre, il y a quand même des défis importants à surveiller chez Karma. Donc, premièrement, un endettement très élevé, autour de 400 millions de dollars, un petit peu plus que 400 millions de dollars au 31 décembre 2024. C'est un petit peu plus aujourd'hui. Et donc, pour une compagnie qui vient de tourner ses cash flows, ses flux de trésorerie dans le positif, c'était vraiment préoccupant à la fin de 2024. Par contre, depuis qu'ils ont fait leur premier appel public à l'épargne, ils ont réussi à refinancer leur dette pour la mettre un petit peu plus loin dans le temps. Donc, plutôt que 2025, le gros de la dette est maintenant 2032. Donc, ce qui est plus gérable, mais quand même, ça demeure un endettement élevé. C'est pour ça que, par exemple, S&P Global a une cotation de B, donc très loin du investment grade. Donc, clairement, un risque de dilution future où est-ce qu'il y a un pool important d'actions qui est autorisé. Donc, c'est probable que Karma, lorsqu'elle fait des acquisitions, par exemple, va utiliser des actions pour faire la transaction. Donc, ça peut être potentiellement dommageable aux déteneurs d'actions, mais on va intégrer ça dans notre modèle. Dépendance au budget de la défense américaine, surtout en ce moment avec la volonté de l'administration américaine de potentiellement réduire certains budgets, certains programmes. Toutefois, Karma est quand même immunisé à some point parce qu'ils dépendent, parce qu'ils sont dans, dans les priorités importantes du gouvernement américain. Donc, pour l'instant, à leur dernier appel conférence, ils jugeaient que aucun de leurs programmes avait vraiment été impacté. Donc, ça va être à suivre. Ensuite, clairement, le contrôle par Thrive Capital, que ce soit au niveau de l'actionnariat ou même de leur influence sur le conseil d'administration. Donc ici, il y a vraiment un risque de gouvernance qu'on va devoir inclure dans notre analyse, puisque en supposant qu'on achète des actions, les intérêts de Thrive pourraient être
pas, pas les mêmes que les nôtres, donc voilà. Et par la suite, le risque associé à l'intégration d'une stratégie par action. Donc si toutes ces acquisitions ne viennent pas apporter des synergies intéressantes, on pourrait... et aussi, il y a toujours l'enjeu de culture à travers l'intégration d'entreprises, mais pour l'instant, avoir son taux de croissance, tout semble bien aller, mais ça demeure un risque pour une stratégie d'entreprise. Donc, sur ça, c'est la fin de notre introduction à Karma. J'espère que ça a capté votre attention et que je vais vous revoir dans la vidéo numéro 2. Donc, sur ce, merci beaucoup et à la prochaine.